Il faut que vous écoutiez ceci, vraiment, parce que ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes, ça va carrément à l'encontre de tout ce que vous avez toujours cru sur le succès, sur le contrôle et sur la planification. En août 2025, Andrew Huberman a publié un épisode sur la gestion du cortisol et l'épuisement professionnel, qui m'a, littéralement, scié le cerveau. Il décrivait un schéma neurologique très précis. Les personnes qui tentent de contrôler obsessivement leur vie finissent avec un rythme de cortisol complètement inversé. Elles se réveillent fatiguées, épuisées, sans énergie. Mais le soir, au moment où elles devraient se détendre, leur cerveau s'emballe, rumination mentale, préoccupations incessantes, incapacité à dormir. Même en étant complètement lessivé, et c'est là que j'ai eu le déclic. Huberman décrivait neurologiquement quelque chose que Carl Jung avait déjà documenté il y a plus d'un siècle. Jung appelait ça la compulsion de contrôle. Et il était clair que ce n'est pas de la force, c'est une réaction à la peur. C'est le moi, l'ego, qui essaie de se protéger de ce qu'il perçoit comme le chaos. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe réellement dans votre cerveau quand vous n'arrivez pas à arrêter de vous inquiéter. Parce que la neuroscience de 2025 a finalement prouvé que Jung avait raison sur quelque chose qui semblait impossible. Quand vous arrêtez d'essayer de contrôler, tout se met en place. Et ce n'est pas de la pensée magique. C'est un mécanisme neurologique, mesurable. Mais attendez, parce que ce que Huberman a découvert sur le réseau du mode par défaut va complètement changer votre façon de comprendre l'inquiétude. Jung a écrit en 1934 une phrase qui me hante encore aujourd'hui. Il a dit que celui qui regarde à l'extérieur rêve et celui qui regarde à l'intérieur s'éveille pendant des décennies. Ça a été considéré comme de la philosophie abstraite, du mysticisme suisse, jusqu'à ce que la neuroimagerie moderne révèle qu'il existe un réseau cérébral spécifique qui s'active quand vous êtes tourné vers l'intérieur par rapport à quand vous êtes tourné vers l'extérieur. Ce réseau s'appelle le réseau du mode par défaut, le RMD. Et c'est littéralement le système neuronal de l'inquiétude. Huberman a expliqué ça en janvier 2025, dans l'épisode Essentials sur le stress et l'anxiété. Quand vous n'êtes pas concentré sur une tâche externe spécifique, votre réseau du mode par défaut s'active automatiquement. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence à vagabonder. Il commence à ruminer sur le passé. Il commence à se préoccuper de l'avenir. Il commence à créer des scénarios catastrophiques. Eux qui ne se produiront probablement jamais. Le problème, c'est que la plupart des gens ne réalisent pas que ce système est actif. Vous conduisez pour aller au travail et vous ne vous souvenez pas du trajet. Pourquoi? Parce que votre réseau du mode, par défaut, a séquestré votre esprit. Vous avez commencé à penser à quelque chose de neutre et vous avez fini par ruminer sur cette conversation difficile d'il y a 3 ans ou à vous inquiéter d'une réunion ou qui n'a même pas encore eu lieu. Jung appelait ça être possédé par les complexes. Huberman appelle ça de la rumination dysfonctionnelle. C'est la même chose, décrite avec des langages différents, séparés par un siècle. Et voilà ce que vous devez comprendre. Cette rumination constante n'est pas seulement désagréable, elle modifie littéralement la structure de votre cerveau. Des études publiées en 2024 ont montré que les personnes atteintes de rumination chronique présentent une connectivité accrue entre le réseau du mode par défaut et le cortex préfrontal subgénual. C'est la région associée à la dépression et à la pensée autocritique. Plus vous ruminez, plus cette connexion devient forte. Plus cette connexion devient forte, plus il est facile de ruminer. C'est un cycle qui s'auto-alimente. Mais voilà ce que Jung a découvert il y a 100 ans. Et que Huberman peut maintenant prouver avec des scanners cérébraux.
Jung a remarqué que ses patients les plus anxieux avaient quelque chose en commun. Ils essayaient tous de contrôler obsessivement ce qui ne pouvait pas être contrôlé. Et plus ils essayaient, plus ils allaient mal, mais quand un événement extérieur les forçait à lâcher prise, quelque chose d'étrange se produisait, les choses commençaient à s'aligner d'une manière qui semblait impossible. Jung a appelé ce phénomène la synchronicité, des coïncidences significatives, qui n'ont pas d'explication causale, mais qui portent une signification psychologique profonde. Pendant des décennies, les scientifiques ont ridiculisé ce concept. Ça ressemblait à de la pensée magique, du vœu pieux, du mysticisme déguisé, jusqu'à ce que la neuroscience découvre ce qui se passe réellement dans le cerveau quand vous arrêtez d'essayer de contrôler. Huberman a discuté de cela avec le psychanalyste jungien, le docteur James Hollis, en mai 2024. Hollis a expliqué que la compulsion de contrôle est le moi, l'ego, qui réagit à la peur. Quand vous êtes obsédé par la façon dont les choses devraient être, vous vous déconnectez de ce qu'elles sont réellement. Vous perdez l'accès à l'intuition, vous perdez l'accès aux signaux subtils, vous perdez l'accès à l'intelligence plus profonde qui opère, au-delà de l'esprit conscient. Jung appelait ça le soi, avec un S majuscule, une instance psychique transcendante qui gouverne les instincts, la nature, cherchant sa propre expression et sa propre guérison. Et ce soi a deux agendas principaux, guérir quand il est blessé, et s'exprimer de la même manière que le gland devient le chêne. Maintenant, réfléchissez avec moi. Que se passe-t-il quand vous êtes constamment inquiet? Votre esprit conscient est trop occupé à essayer de contrôler les résultats. Vous n'avez pas d'espace mental pour percevoir les opportunités. Vous n'arrivez pas à entendre votre intuition. Vous êtes tellement concentré sur ce qui pourrait mal tourner que vous ne voyez pas ce qui pourrait bien se passer. Et voilà la partie qui va vous faire exploser le cerveau. Huberman a découvert qu'il existe un mécanisme neurologique spécifique qui s'active quand vous arrêtez de vous inquiéter. Quand vous pratiquez la méditation, axée sur la conscience interoceptive, ce qui signifie l'attention aux états internes du corps, ou la conscience extéroceptive, ce qui signifie l'attention à l'environnement externe. Quelque chose de fascinant se produit. L'activité du réseau du mode par défaut diminue, la rumination s'arrête, et un autre réseau cérébral prend le relais. Ce réseau vous permet de percevoir des connexions qui étaient invisibles. Il vous permet de remarquer des opportunités que votre cerveau inquiet était en train de filtrer. Il vous permet d'agir de manière plus intuitive et moins forcée. Jung décrivait cela comme la fonction transcendante, la capacité de la psyché à intégrer les opposés et à générer des solutions créatives que l'esprit conscient seul ne pourrait pas produire. Et cette fonction n'opère que lorsque le moi, l'ego, relâche son contrôle. Mais attendez, parce qu'il y a encore une couche que Huberman a révélée en 2025 qui connecte tout ça au cortisol. Quand vous êtes chroniquement inquiet, votre cortisol se dérègle, et pas de la manière dont la plupart des gens le pensent. Vous n'avez pas forcément un taux de cortisol élevé, tout le temps. Ce qui se passe, c'est que votre rythme circadien de cortisol s'inverse. Normalement, le cortisol devrait être élevé le matin pour vous donner de l'énergie, et bas le soir pour permettre le sommeil, mais les personnes atteintes de rumination chronique expérimentent fréquemment l'opposé. Elles se réveillent avec un cortisol bas, fatiguées, sans motivation, brouillard mental, et le soir, quand elles devraient se détendre, le cortisol monte, l'esprit s'emballe. Les pensées accélèrent, le sommeil ne vient pas. Huberman a expliqué que ce schéma est caractéristique de l'épuisement professionnel avancé et il est directement lié à l'incapacité de lâcher prise. Maintenant, voyez la connexion que Carl Jung a établie il y a un siècle.
Il a observé que ses patients les plus anxieux étaient ceux qui résistaient le plus au flux naturel de la vie, ceux qui tentaient de forcer des résultats spécifiques, ceux qui n'arrivaient pas à accepter l'incertitude. Et il a noté un schéma constant. Plus ils luttaient, plus les choses tournaient mal, plus ils essayaient de maîtriser, moins ils avaient de contrôle réel. Mais quand quelque chose forçait ses patients à lâcher prise, généralement une crise, une maladie, une perte significative, quelque chose d'étrange se produisait. Des synchronicités commençaient à apparaître, des opportunités surgissaient de lieux inattendus, des relations se reconfiguraient, la vie semblait recommencer à couler de source. Jung n'avait pas la technologie pour expliquer pourquoi cela se produisait. Mais maintenant, nous l'avons. Laissez-moi vous raconter un cas que Jung a documenté en 1928, qui illustre parfaitement ce schéma. Une patiente de 42 ans est arrivée au cabinet de Jung à Zurich, complètement détruite. Elle avait passé 6 ans à essayer de sauver son mariage, 6 ans à analyser chaque conversation, à planifier chaque mot, à essayer de contrôler chaque interaction pour éviter les conflits. Et plus elle essayait, pire le mariage devenait. Jung a observé qu'elle était dans un état d'épuisement chronique. Elle dormait mal, pensait obsessivement. Sa vie entière était devenue une tentative de contrôler quelque chose qui ne pouvait pas être contrôlé, qui étaient les réactions et les émotions d'une autre personne. Il a suggéré quelque chose de radical pour l'époque. Qu'elle arrête d'essayer, pas qu'elle abandonne le mariage, mais qu'elle arrête d'essayer de le contrôler, qu'elle se concentre sur elle-même, qu'elle vive sa propre vie, qu'elle laisse ce qui doit arriver, arriver. 3 mois plus tard, elle est revenue au cabinet transformée. Pas parce que le mariage s'était amélioré, mais parce qu'elle avait arrêté de souffrir par anticipation. Et quelque chose d'intéressant s'est produit. Quand elle a arrêté d'essayer de contrôler, le mari a commencé à se rapprocher de lui-même. Les dynamiques qu'elle essayait de forcer depuis des années ont commencé à se produire naturellement. Jung a noté que ce n'était pas une coïncidence. C'était ce qu'il appellerait plus tard une synchronicité. Quand le moi arrête d'interférer, la psyché trouve son propre équilibre. Andrew Huberman expliquerait cela d'une autre manière. Quand elle a arrêté de ruminer obsessivement, son système nerveux est sorti du mode de menace chronique. Elle est devenue plus calme, plus présente, plus agréable à côtoyer, et cela a changé la façon dont les autres lui répondaient. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neurobiologie interpersonnelle. Quand vous arrêtez de vous inquiéter obsessivement, 3 choses se produisent dans votre cerveau simultanément. Premièrement, votre réseau du mode par défaut, RMD, réduit son activité. La rumination diminue. Vous arrêtez de créer des scénarios catastrophiques imaginaires. Cela libère des ressources cognitives massives qui étaient consommées par une inquiétude improductive. Deuxièmement, votre rythme de cortisol commence à se normaliser. Vous vous réveillez avec plus d'énergie. Le soir, vous arrivez à vous détendre. Votre système nerveux sort du mode de survie chronique. Cela affecte littéralement tout, depuis votre capacité à penser clairement, jusqu'à votre système immunitaire. Troisièmement, et c'est le plus important, vous activez ce que Huberman appelle l'état réceptif. Votre réseau de science cérébrale devient plus sensible. Vous commencez à remarquer des choses qui étaient toujours là, mais que votre cerveau inquiet filtrait, des opportunités, des connexions, des schémas, des synchronicités. Jung appellerait cela une ouverture à l'inconscient. Huberman appelle cela la neuroplasticité adaptative. C'est le même phénomène, décrit avec des vocabulaires d'époques différentes. Mais voici le paradoxe que la plupart des gens n'arrivent pas à accepter. Vous ne pouvez pas forcer cet état. Tenter de forcer la relaxation est une autre forme de contrôle. C'est une autre manifestation de la même compulsion qui a créé le problème en premier lieu.
C'est comme essayer de dormir en essayant de dormir. Plus vous essayez, plus c'est difficile. Jung l'a compris profondément. Il a écrit que la véritable soumission ne consiste pas à se détourner de la vie, mais à y entrer complètement. Ce n'est pas passif, mais profondément actif. Cela signifie faire confiance au rythme de la vie, embrasser l'incertitude et permettre à de nouvelles choses d'émerger. Lâcher prise signifie abandonner le contrôle sur les résultats, mais rester présent dans le processus. Et cette distinction est cruciale. Parce que beaucoup de gens confondent arrêter de s'inquiéter avec ne pas s'en soucier, confondent soumission avec abandon, confondent lâcher le contrôle avec perdre la direction. Ce n'est pas ça. Ce que Jung et Huberman décrivent, c'est un état où vous agissez sans forcer, où vous vous efforcez sans tension inutile, où vous travaillez en direction de vos objectifs. Mais n'êtes pas émotionnellement dévasté si les choses ne se passent pas exactement comme vous l'avez prévu. Huberman a une technique qu'il appelle les moments no-go. 25 fois par jour, il supprime consciemment l'impulsion de passer à l'action. De petits moments où il ne réagit pas intentionnellement à une pensée ou une urgence. Cela renforce le cortex préfrontal, augmente la maîtrise de soi, mais le bon type de maîtrise de soi, pas le contrôle qui tente de manipuler la réalité. Le contrôle qui vous permet de choisir vos réponses consciemment. Et voici où cela se connecte avec ce que Jung a découvert sur le soi. Jung a dit que nous devons tous trouver ce qui nous soutient quand rien ne nous soutient. Hollis et Huberman définissent la méditation comme un changement perceptuel délibéré, directement orienté vers une meilleure compréhension du traitement inconscient. Cela vous permet d'entrer dans les parties stimulus-réponse de la vie avec plus d'authenticité. Quand vous arrêtez d'essayer de contrôler obsessivement, vous ne perdez pas de force, vous gagnez accès à une forme différente de force. Une force qui ne dépend pas de la manipulation des circonstances extérieures. Une force qui vient d'être alignée avec quelque chose de plus grand que le moi conscient. Jung appelait cela l'individuation, le processus de devenir qui vous êtes réellement, pas qui vous pensez que vous devriez être. Et ce processus requiert que vous lâchiez beaucoup des illusions de contrôle que le moi a construites. Mais calmez-vous, parce que je dois vous montrer le protocole spécifique que Huberman recommande pour briser le cycle de rumination chronique. Premièrement, lumière solaire matinale. Dans l'heure qui suit le réveil, exposition à la lumière naturelle. Cela ajuste le pic de cortisol au moment correct de la journée. Cela semble trop simple pour fonctionner. Mais les études sont claires. La lumière matinale est l'un des ajusteurs les plus puissants du rythme circadien. Deuxièmement, retarder la caféine. Huberman recommande d'attendre 60 à 90 minutes après le réveil avant de consommer du café. Pourquoi? Parce que la caféine, immédiatement après le réveil, interfère avec le pic naturel de cortisol. Vous finissez par avoir besoin de plus de caféine pour le même effet, et votre rythme devient encore plus dérégulé. Troisièmement, exercice au bon moment, le matin ou en début d'après-midi, pas le soir. L'exercice trop tard peut maintenir le cortisol élevé quand il devrait baisser. Quatrièmement, pour réduire le cortisol le soir. Diminuer la lumière. Éviter les écrans. Pratiquer des techniques de relaxation. Et voici quelque chose d'intéressant. Huberman suggère des glucides au dîner. Cela peut aider à baisser le cortisol et à préparer au sommeil. Imaginez une bonne soupe de légumes, comme celle que préparait votre grand-mère, ou un plat de pâtes complète. Cinquièmement, et peut-être le plus important, la respiration physiologique. 2 inspirations par le nez, suivies d'une expiration longue par la bouche. Huberman dit que c'est le meilleur outil en temps réel pour se calmer. Ça marche immédiatement parce que ça active le système nerveux parasympathique. Pensez à un soupir de soulagement après une longue journée. C'est exactement ce même mécanisme que vous activez. Sixièmement, le Non-Sleep Deep Rest, repos profond sans sommeil.
11 à 30 minutes peuvent réduire le cortisol de manière significative. Surtout utile si vous vous réveillez avec un stress élevé, avec le cortisol qui monte trop vite. Le NSDR ou le yoga nidra peuvent réduire cette inclinaison. Un peu comme une sieste réparatrice, mais sans forcément s'endormir complètement. Septièmement, et c'est quelque chose que Huberman a mentionné spécifiquement dans l'épisode sur l'extinction des peurs et des traumatismes, l'exposition prolongée consciente. Quand vous affrontez la chose qui vous préoccupe de manière contrôlée, répétitivement, les circuits qui connectent l'amygdale, le cortex préfrontal et les systèmes de dopamine se reconfigurent. Vous entraînez littéralement votre cerveau à ne pas réagir de manière exagérée. Un peu comme apprivoiser une bête sauvage, doucement, mais sûrement. Carl Jung appelait ça « confronter son ombre ». Aller en direction de ce que vous craignez au lieu de fuir. Pas de manière imprudente, mais de manière consciente et graduelle. Et il a observé que les patients qui faisaient ça rapportaient une sensation de liberté qu'ils ne pouvaient pas expliquer. C'était comme si le monstre qu'ils craignaient, quand finalement regardé en face, se révélait beaucoup plus petit qu'il ne paraissait dans l'ombre, comme un cauchemar qui s'évanouit au réveil. Huberman a validé ça avec la neuroimagerie, l'amygdale, qui est le centre de la peur du cerveau. Réduit sa réponse aux stimuli après une exposition répétée. C'est un mécanisme d'adaptation. Votre cerveau apprend que la chose n'est pas aussi dangereuse que le système d'alarme le suggérait. C'est comme désensibiliser un détecteur de fumée trop sensible. Et voici quelque chose qui connecte profondément avec Jung. La plupart des choses qui nous préoccupent n'arrivent jamais. Des études montrent qu'environ 85% des préoccupations des gens ne se matérialisent jamais. Et de celles qui se matérialisent, la plupart des gens gèrent ça mieux qu'ils ne l'avaient anticipé. Alors, pourquoi nous inquiétons-nous autant? Jung dirait que la préoccupation est un mécanisme du moi pour maintenir une illusion de maîtrise. Si je m'inquiète suffisamment, je peux prévenir le désastre. C'est de la pensée magique déguisée en prudence. Comme porter un parapluie par grand soleil au cas où. Huberman dirait que la préoccupation est un bug évolutif. Nos ancêtres qui s'inquiétaient le plus survivaient plus. Mais maintenant, nous vivons dans un environnement où la plupart des menaces sont imaginaires. Et notre cerveau n'a toujours pas fait la mise à jour. Imaginez un logiciel obsolète qui essaie de fonctionner sur un ordinateur moderne. De toute façon, le résultat est le même. Dépenses énergétiques massives sur des problèmes qui n'existent pas. Et quand des problèmes réels apparaissent, vous êtes tellement épuisé par la préoccupation préalable que vous n'avez pas les ressources pour y faire face. C'est comme essayer d'éteindre un incendie avec un réservoir vide. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Ces protocoles ne fonctionnent pas si vous les faites obsessivement en essayant de contrôler votre état. Si vous faites de la respiration physiologique en pensant que ça doit marcher, vous êtes toujours dans le mode de contrôle. Vous devez faire ces pratiques avec une attitude de curiosité, pas de désespoir. Jung dirait que vous devez vous approcher de ces techniques comme une expérience, pas comme une exigence. Permettez qu'elles fonctionnent, ne forcez pas qu'elles fonctionnent. Et ça nous amène au concept le plus profond que Jung a développé, la reddition active. La plupart des gens comprennent la reddition comme de la passivité, comme abandonner, comme ne rien faire. Mais Jung a décrit quelque chose de différent, une reddition qui est profondément active, où vous êtes totalement engagé dans la vie, mais pas attaché à des résultats spécifiques. C'est comme l'archer zen. Vous entraînez votre technique inlassablement. Vous visez avec précision, vous lâchez la flèche. Mais après l'avoir lâchée, vous n'essayez pas de contrôler où elle va. Vous faites confiance au processus. Vous faites confiance à l'entraînement. Vous faites confiance à quelque chose au-delà du contrôle conscient. C'est lâcher prise tout en restant pleinement présent. Huberman a décrit ça en termes de neuroplasticité. Quand vous essayez de forcer le changement,
Vous êtes dans le mode sympathique. Stress, tension, cortisol élevé. Et paradoxalement, cet état difficulte le changement. Votre cerveau est en mode de protection, pas de croissance. Mais quand vous vous relaxez dans le processus, quand vous êtes engagé mais pas tendu, vous entrez dans le mode parasympathique, récupération, intégration. Et c'est dans cet état que la vraie neuroplasticité arrive. C'est quand de nouvelles connexions se forment, quand de vieux schémas se dissolvent, quand un changement réel se produit. C'est un peu comme laisser une pâte lever doucement, sans la brusquer. Jung appelait ça l'opus, le travail alchimique, où vous appliquez un effort, mais vous permettez aussi que des forces au-delà du moi conscient opèrent. Ce n'est pas ne rien faire, c'est faire tout ce qui est à votre portée, et alors lâcher le reste. C'est comme un jardinier qui sème les graines, arrose, et laisse la nature faire son œuvre. Et maintenant, je dois vous raconter l'étude la plus fascinante qui connecte tout ça. Des chercheurs en 2024 ont mesuré ce qui se passe dans le cerveau de personnes qui pratiquent la méditation de loving kindness, bienveillance aimante. C'est une pratique où vous cultivez des sentiments de bonté et de compassion, d'abord pour vous-même, ensuite pour les autres. Les résultats ont été impressionnants. Le réseau du mode par défaut, RMD de ces personnes, a montré des schémas différents. Moins d'activation dans les régions associées à l'autocritique, plus d'activation dans les régions associées à l'autorégulation positive. Et quelque chose d'autre. La connectivité entre des régions cérébrales qui normalement ne se communiquent pas a augmenté. C'est comme si lâcher l'autocritique obsessive ouvrait des canaux de communication dans le cerveau que la préoccupation constante maintenait fermés. Un peu comme déboucher une canalisation, l'eau se remet à circuler librement. Jung a prédit ça. Il a écrit sur comment l'ombre, les parties rejetées du soi, avec majuscule, consomment une énergie psychique énorme quand elle n'est pas intégrée. Quand vous êtes constamment en train de vous critiquer, juger, inquiéter, vous dépensez des ressources qui pourraient aller à la créativité, l'intuition, la présence. Huberman a confirmé la neurobiologie. La rumination chronique requiert des ressources métaboliques significatives. Le cortex préfrontal travaillant constamment pour essayer de résoudre des problèmes imaginaires, BRLE du glucose, littéralement. Votre cerveau est en train de consommer du carburant pour générer de la préoccupation improductive. Quand vous arrêtez, cette énergie devient disponible pour d'autres choses. Vous pensez plus clairement, vous percevez plus, vous connectez des idées de manière nouvelle. C'est pour ça que les intuitions viennent souvent quand vous êtes relaxé, sous la douche, en marchant, pas en essayant de résoudre le problème. C'est un peu comme laisser infuser le thé, sans le remuer constamment. Et voici le point qui unit Jung et Huberman de manière définitive. Les deux ont compris que le moi conscient a des limites sévères. L'esprit rationnel peut traiter environ 7 éléments simultanément, mais l'inconscient, ou ce que Huberman appellerait le traitement subcortical, opère à une échelle complètement différente. Des millions de processus qui se passent en parallèle en dessous du niveau de la conscience. Quand vous êtes obsédé en essayant de tout contrôler consciemment, vous essayez d'utiliser la petite partie du cerveau pour faire le travail de la partie énorme. C'est comme essayer de calculer le climat global avec une calculatrice de poche. Vous n'avez tout simplement pas assez de capacité de traitement. Mais lorsque vous relâchez le contrôle conscient, vous permettez au traitement inconscient de contribuer, et il est vastement plus puissant. Il peut voir des schémas que le conscient ne perçoit pas. Il peut faire des connexions qui semblent impossibles. Il peut générer des solutions que l'esprit rationnel ne trouverait jamais. Jung appelait cela la fonction compensatoire de l'inconscient. Huberman parlerait de traitement subcortical implicite. C'est le même phénomène, et il ne fonctionne pleinement que lorsque vous cessez d'essayer de tout contrôler consciemment. Et c'est pourquoi, lorsque vous arrêtez de vous inquiéter,
les choses commencent à s'emboîter. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la pensée positive, c'est de la neurobiologie. Vous laissez enfin votre cerveau entier travailler sur le problème, au lieu de surcharger une petite partie. Mais je dois être honnête à propos de quelque chose d'important. Cela ne signifie pas que vous n'aurez jamais de problème. Cela ne signifie pas que tout va s'arranger magiquement. Cela signifie que vous allez gérer les problèmes différemment, avec plus de ressources disponibles, avec plus de clarté, avec moins de souffrance, inutile causée par une inquiétude improductive. Jung était réaliste à ce sujet. Il ne promettait pas une vie sans difficulté. Il promettait une vie avec plus de sens. Une vie où vous êtes aligné avec quelque chose de plus grand que les préoccupations du moi. Une vie où vous pouvez trouver un but, même dans la souffrance. Huberman serait également réaliste. Les protocoles ne suppriment pas le stress. Ils vous aident à répondre au stress de manière plus adaptative, à récupérer plus rapidement, à ne pas créer de stress supplémentaire par une rumination improductive. Et cela m'amène à la question que Jung considérait comme la plus importante de la vie humaine. Vivez-vous votre propre vie ou vivez-vous la vie que vous pensez devoir vivre? Parce que beaucoup d'inquiétude chronique vient de cette discrépance. Vous essayez de contrôler des résultats qui ne sont pas les vôtres à contrôler. Vous essayez de forcer un chemin qui n'est pas authentiquement le vôtre. Vous dépensez une énergie énorme à essayer d'être qui vous n'êtes pas. Jung appelait cela « vivre la persona au lieu du soi ». La persona est le masque social, le rôle que vous interprétez. Elle est nécessaire pour fonctionner en société, mais elle n'est pas vous. Et lorsque vous confondez la persona avec qui vous êtes vraiment, vous vivez dans un conflit constant. Huberman décrirait cela en termes de désalignement entre les objectifs conscients et les tendances inconscientes. Lorsque ce que vous voulez consciemment ne correspond pas à ce que vous recherchez inconsciemment, vous créez une friction interne constante. Votre système nerveux est toujours en conflit. Votre cortisol ne se normalise jamais, parce que vous êtes perpétuellement en guerre contre vous-même. Et la seule issue est d'arrêter de se battre, pas d'arrêter d'agir, pas d'arrêter de faire des efforts, mais d'arrêter de se battre contre qui vous êtes vraiment, d'arrêter d'essayer de contrôler ce qui ne peut pas être contrôlé, d'arrêter de créer de la souffrance par la résistance à ce qui est. Jung appelait cela dire « oui à la vie », accepter la totalité de l'expérience, y compris l'incertitude, y compris la perte, y compris la propre mortalité. Non comme une résignation passive, mais comme une étreinte active. Et lorsque vous faites cela, quelque chose change. Votre système nerveux se détend, votre cortisol se normalise, votre réseau du mode par défaut arrête de ruminer obsessivement. Vous commencez à percevoir des opportunités qui étaient toujours là. Des connexions qui semblaient impossibles deviennent évidentes. Les choses s'emboîtent. Non parce que vous avez forcé, mais parce que vous avez finalement arrêté de forcer. Vous venez de recevoir des informations que j'ai mis des années à rechercher, connectant Jung, la neuroscience moderne, et les études les plus récentes de Huberman sur le cortisol et la rumination. Ce contenu existe parce qu'il existe un groupe de personnes qui croient qu'unir la psychologie profonde à la science moderne est important. Chaque vidéo de ce type exige des dizaines d'heures de recherche. La lecture d'études, la traduction de concepts complexes en un langage accessible, et le faire alors que les plateformes enterrent le contenu profond au profit d'un divertissement superficiel. Le Super Thanks n'est pas qu'un soutien financier. C'est vous qui dites « Continue à révéler ces connexions ». Lorsque vous cliquez sur le cœur doré, vous financez la prochaine révélation. Vous rendez possible que plus de gens s'éveillent à ce que Jung savait et que Huberman est en train de prouver. Vous n'êtes pas un spectateur passif. Vous faites partie d'un mouvement qui refuse d'accepter la séparation artificielle entre la sagesse ancienne et la science moderne.
Maintenant, je veux savoir, quel a été le moment où vous avez arrêté de vous battre et où les choses ont commencé à s'aligner? Je veux des histoires vraies, pas de théories, pas ce que vous pensez qui aurait dû arriver, le moment concret où vous avez lâché prise et où quelque chose a changé. Écrivez dans les commentaires « J'ai lâché prise » et racontez ce qui s'est passé, parce que lorsque vous nommez publiquement ce moment, vous consolidez la mémoire, vous créez une référence pour vous-même que c'est possible, et vous montrez aux autres qui se battent encore qu'il existe un autre chemin. Jung a dessiné la carte il y a 100 ans, Huberman l'a traduit en langage neuronal maintenant, mais le voyage est le vôtre. Et il commence au moment où vous arrêtez d'essayer de contrôler et permettez aux choses de s'emboîter.